Madame la secrétaire à la justice, Monsieur le ministre plénipotentiaire, Madame la commissaire générale de l'éducation nationale, chers amis de la Monaco Méditerranée Foundation, merci d'être venus aussi nombreux pour rencontrer Madame Ney. Vous la connaissez toutes, une grande journaliste, peut-être la meilleure essayiste politique française que notre ami Jean-Luc Alavena a eu la gentillesse de présenter à la Monaco Méditerranée Foundation. Catherine Ney commence sa carrière à l'Express, que venait de fonder Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il lui confie la tâche de suivre la droite. Depuis cette période, Catherine Ney continue à écrire sur les plus importants politiciens et politiciennes de la République française. Elle collabore ensuite avec Europe 1, où elle signe notamment des éditoriaux très importants. À partir de 2005, Madame Ney apparaît régulièrement sur des plateaux de télévision comme chroniqueuse. Grand journal de Canal+, C'est dans l'air de France 5. Catherine Ney publie plusieurs livres, biographies et essais sur le pouvoir et sur les hommes et femmes politiques. Le noir et le rouge sur François Mitterrand, le dauphin et le régent sur les relations entre Chirac et Mitterrand, un pouvoir nommé Désir sur le parcours de Nicolas Sarkozy, l'impétueux dédié au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et de nombreux autres livres comme Souvenir, Souvenir, Tu le sais bien, le temps passe et Le grand théâtre du pouvoir. Son dernier livre, Secret de vie, sort en novembre 2023. Ce sont 30 portraits de grands personnages français. Un livre talentueux, intéressant et plein d'humour dont nous nous offrirons 100 copies à la sortie de la salle. Merci de prendre une copie par couple et pas plus. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement Madame Catherine Ney. Bon, évidemment, c'est très impressionnant de me trouver face à une salle comme ça, aussi nombreuse. Donc, je vous remercie d'être venu. Je ne suis pas, à proprement parler, une conférencière. En général, je viens parler devant des auditoires quand j'ai sorti un livre. Bon, là, le dernier, c'est une galerie de portraits que vous lirez, puisque... Et si vous voulez, je vous parlerai simplement de quatre d'entre eux. D'ailleurs, sur les 4 d'entre eux, il y en a déjà 3 qui sont morts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contente d'avoir eu leur témoignage. Et je commencerai par le général Georgelin, que je voyais souvent, qui était un homme assez extraordinaire, une personnalité attachante et un tempérament, vous voyez, il avait, comme on dit, le fluide de l'autorité. Et lui, il me disait combien il était content de venir tous les ans à Monaco pour voir le Grand Prix, qu'il était toujours très bien accueilli et que c'était un grand moment de sa vie et c'était un grand plaisir pour lui. Alors le général, je l'ai connu quand il était à la fois auprès de Jacques Chirac, il était son chef d'état-major, après il a été le chef d'état-major des armées du temps de Nicolas Sarkozy, après je l'ai connu lorsqu'il était grand chancelier à la Légion d'honneur, et puis ces derniers temps, quand il a quitté, il a été remplacé par le général Puga, il était assez malheureux, et on voit que quelquefois l'État s'occupe mal de ses grands serviteurs, parce que je crois que sa retraite était confortable, mais enfin, voilà, il vivait dans un petit studio dans une banlieue proche, quoi. Et donc, un jour, il me dit, on me propose de m'occuper du chantier de Notre-Dame. C'était après ce malheur qui est arrivé à la France, où on a vraiment cru que la cathédrale ne serait plus qu'un tas de pierres. Il s'en est fallu de peu, c'était presque un miracle. Et alors il me dit, dois-je accepter? Mais je lui avais dit, vous savez, mon général, entre l'ennui et les ennuis, il faut toujours choisir le pluriel. Donc il avait accepté parce que d'abord c'était le président qui le lui demandait, et c'est vrai que si le président avait donné ça à un homme de culture, et d'ailleurs pour la petite histoire je vous raconterai que Jacques Lang s'était aussitôt proposé,
il avait envoyé une lettre en disant qu'il était prêt à prendre le fardeau. Et alors, ce qui est drôle, c'est que cette lettre est arrivée sur le bureau parce que le général Georgelin a eu un bureau à l'Élysée. D'ailleurs, il était au rez-de-chaussée, il donnait sur la cour, il disait « Vous voyez, je suis la concierge ». Et donc, il voyait tout. Et il était dans l'ancienne chapelle où Joséphine est venue prier, d'autres, dont François Mitterrand, mais maintenant, ça n'était plus une chapelle. Et donc, il avait retrouvé cette lettre de Jacques Lang qui vient un jour le voir pour lui dire « Vous savez que je suis très très content que vous soyez, qu'on vous ait donné ce poste. D'ailleurs, j'avais écrit au président pour que ce soit vous. » Voilà, donc il s'amusait de Jacques Lang. Bon, lui, donc, et je crois qu'il fallait vraiment un homme comme lui, parce que, d'abord, quand vous le voyez, il impressionnait, vous voyez, parce qu'il avait une carrure, un charisme compact, et il a toujours dit, et une voix, alors là, vous voyez, c'était de Stentor, quand il était au dîner, dans un dîner, dans une table, on savait où il était, tellement son rire était sonore, et voilà, et il disait à ses troupes, il disait, oui, le commandement, il faut pouvoir, il avait une phrase, il disait, je retrouve, il disait, un chef d'état-major, oui, s'inscrit par la portée de sa voix. J'ai oublié, je croyais que je l'avais noté, je ne l'avais pas noté. Bon, non, c'est pareil, doit être brutal, un commandant doit être brutal dans son phrasé. Et il était brutal, et il faisait peur. Et quand il est venu, par exemple, se présenter à Notre-Dame, il a vu le recteur, qui était Monseigneur Chauvet, donc les présentations se sont faites, et c'est vrai que Monseigneur Chauvet se disait que bien faire un militaire, enfin, voilà, c'est bizarre. Et dès le lendemain, à 6 heures, téléphone, « Allô, Monseigneur, c'est le général Georgelin, avez-vous déjà célébré matine ?» Il me dit, si en plus, il m'appelle tous les matins pour me dire ce que je dois faire. En fait, ils se sont apprivoisés l'un l'autre, ils se sont très bien entendus, mais le général Georgelin savait que pour se faire obéir, il fallait qu'il montre à tout le monde, à ceux qui allaient travailler, que la cathédrale, c'était lui, évidemment, mais qu'il travaillait pas pour lui. Et donc, il a vraiment mis en route ce chantier avec une poigne de fer, mais aussi une intelligence qui fait que quand il lui arrivait ce malheur, tout le monde a pleuré. Et moi aussi, parce que j'avais déjeuné avec lui en juillet, et évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose arrive. Mais comme toujours, c'est quelqu'un qui avait choisi l'infanterie, et il disait la base de l'infanterie, c'est de marcher. Et il continuait à faire 13 000 pas par jour. Et quand il allait à Noël, l'été, il allait en montagne, marcher dans ces montagnes. Et moi, je crois qu'il intime un peu, vous voyez, c'est ma thèse du réchauffement climatique. Parce que dans ces montagnes hautes, et je l'ai vérifié en montagne, la chaleur, le soleil qui tape sur les graviers, sur les chemins, fait que quand vous marchez, vous avez l'impression d'être sur du verglas. C'est très, très... Et il a glissé, il a dérapé, il est tombé, ça lui a été fatal. Alors, je vous raconte une dernière anecdote sur lui, dont il se réjouissait, c'est que plusieurs fois, il avait fait le pèlerinage de Chartres à pied, ça veut dire 92 km à pied. Et il partait seul, souvent, depuis le Notre-Dame, pour aller et marcher toute la nuit. Alors, ça veut dire qu'il arrivait les pieds en sang, enfin, voilà, bon. Et un jour, François Sureau, qui est un écrivain, qui est aujourd'hui académicien, qui a été un grand catholique aussi, avait appris qu'il faisait ses pèlerinages. Et lui avait dit, la prochaine fois, je viens avec vous. Et donc, un jour, ils partent tous les deux, et ils sont arrivés, et ils sont sur la route, la nuit, à 3 heures du matin, puis des gendarmes passent, et disent, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on va à la cathédrale. Ils disent, oh là là, montrez vos papiers. Et alors, quand ils ont vu que c'était le général qui était quand même le chef d'état-major de Jacques Chirac, puis François Sureau, ils ont dit, excusez-nous, voilà, continuez, mais vous êtes courageux. Et le général leur avait dit, non, je ne suis pas courageux, il faut avoir la foi. Voilà, parce que le général Georgelin était un homme de foi qui avait déjà un contact avec Notre-Dame, parce que lorsqu'il était
grand chancelier de la Légion d'honneur. Il allait tous les samedis à la messe à Notre-Dame, quand c'était Monseigneur Lustiger, et le dimanche pour le concert à 17h avec les orgues. Et, enfin voilà, c'était un homme très religieux. Et voilà, j'avais envie, en venant ici, de parler de lui, parce que vous l'avez connu, certains de vous, vous savez qui il était, que c'était un homme exceptionnel, et je suis très heureuse qu'il soit dans mon livre. Et d'ailleurs, quand j'ai sorti mon portrait, il m'a dit, j'ai qu'un regret, c'est que ma mère est morte sans avoir lu ce portrait. Alors, bon, voilà. Bon. Alors, dans ce livre, je vais vous parler de 2 ou 3 portraits qui m'ont marqué. Il y a le général Georges Lain, il y a évidemment l'amiral de Gaulle, que j'avais été voir aux Invalides il y a 2 ans. Il allait fêter ses 100 ans et il ne parlait pas. Et je lui avais dit, enfin bon, on l'avait convaincu, enfin j'avais réussi à le convaincre que je voulais le voir. Donc il m'avait dit, bon, je vous attendrai à la porte et après nous irons dans ma chambre. Et donc je vois devant la porte quelqu'un mais c'était son père, quoi. Donc, mais en fait déjà il marchait avec un déambulateur, il était déjà quand même très fatigué, il faut le dire. Mais où il était très intéressant, c'est qu'il parlait de lui et d'avouer que ça n'avait pas toujours été facile d'être le fils du général de Gaulle. Il avait accepté de venir aux Invalides, de rester jusqu'à sa mort en disant « mais je suis grand croix de la Légion d'honneur, donc la messe sera aux Invalides, donc je serai à côté, ça sera plus pratique ». Et alors il était avant dans une maison de retraite à Neuilly, où les dames étaient très contentes de jouer au bridge avec lui et de prendre le thé avec des petits lus à 17h, mais lui, il trouvait qu'il n'était pas assez nourri. Il dit, vous comprenez, les femmes, ça ne mange que des yaourts et des compotes. Moi, j'aime mieux les plats où il y a des saucisses et c'est mieux ici. Mais enfin, je trouvais que c'était un endroit un petit peu tristounet. Et lui, vous voyez, en parlant comme ça, il me rappelait que, évidemment, être le fils de son père, ça veut dire qu'à la mort de son père, c'est lui qui a regardé tous les documents et qui a travaillé pendant des heures, des jours, d'où il est sorti quand même 13 volumes de correspondance, tout ce qui fait la... Et il dit, j'étais le seul à pouvoir faire ce travail avant d'amener tous les documents j'ai oublié le nom, enfin, où on les garde après. Et dans ces deux... Mais quand il parlait de son père, il se souvenait que son père avait refusé qu'il soit un compagnon de la Libération alors qu'il avait été le premier arrivé à Londres le 19 juin. Voilà, mais il lui disait, le fils de Gaulle ne peut pas être un compagnon de la Libération, c'est un népotisme. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis allée le voir, il allait fêter ses 100 ans. Et il y avait aussi le dernier compagnon de la Libération qui était Hubert Germain. Et Hubert Germain est mort avant lui. Donc, si le général de Gaulle compagnon de la Libération, ça serait le fils de Gaulle qui serait aujourd'hui au Mont-Valérien, dans la crypte. Voilà. Et ça, évidemment, lui a dit, mais non, je préfère être enterré à Colombey auprès de ma femme. Mais enfin, ça aurait été extraordinaire, cette histoire avec le fils qui termine là. Mais surtout, il parlait aussi de sa mère qui ne l'embrassait qu'une fois par an, qui était une femme qui n'aimait pas ses enfants, enfin qui n'avait pas de tendresse maternelle et dont il a beaucoup souffert. Quand il est parti à la guerre, elle lui avait donné une montre pour lui dire « J'espère que tu dureras plus longtemps qu'elle », une vieille montre, vous voyez. Et lorsqu'il est revenu et qu'il a vu ses parents, alors qu'il avait fait une guerre très valeureuse, qui lui a valu la médaille, d'être décoré de la médaille militaire par le général Leclerc, ce qui montrait sa bravoure, il a failli mourir plusieurs fois, il est arrivé pour déjeuner chez ses parents, son père était là, qui lui aussi avait fait la guerre et dans les conditions que vous savez, et ils ont parlé de tout, de rien, sans lui poser une question. Et ça, oui, ça l'avait beaucoup choqué, mais ses parents disaient, mais enfin, tu as fait ton devoir, et c'est comme ça, on n'en parlait pas. Et alors lui, il avait 24 ans, ses copains de Saint-Cyr lui disent, tiens, on va sortir un soir. Il sort, il revient à 1h du matin, son père l'attend dans le couloir en disant, mais comment, tu fais la bamboche?
Et lui, il s'est dit à 24 ans, avec des parents qui ne s'intéressent pas à moi, il était en permission de 3 ans, il a tout arrêté, il est parti, il s'est réengagé parce que vraiment, c'était quand même, vous voyez, être le fils du général de Gaulle, c'était pas drôle. D'ailleurs, la première fois quand Madame de Gaulle est morte et qu'il faisait visiter la boisserie, je me souviens, il y avait Jean Mauriac, qui était un journaliste, le fils de François, et qui était journaliste à l'AFP, qui suivait le général de Gaulle, et il dit devant l'amiral « Ah, ce que j'aurais aimé être le fils du général !» Et l'amiral lui a dit « J'aurais voulu vous y voir, vous, tiens. J'aurais voulu vous y voir. Hein. Voilà, tous les gens qui me demandent, il faut aller inaugurer des stèles, des rues et tout ça. Moi, j'ai fait une guerre, qui l'a dit, personne. J'ai fait des choses formidables, personne ne le dit, personne. Et en plus, on m'a toujours pris pour un con. Donc, c'était quelqu'un, vous voyez. Et voilà. Et donc, il est mort. Et alors, vous voyez, mon éditeur, qui l'avait vu, puisqu'il est en train de faire la vie du général de Gaulle en 3 tomes. D'ailleurs, le premier à 900 pages, il va encore 3... Je lui dis, tu devras en faire 4, parce que si jamais, pour rehausser une commode, ça serait pratique, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Mais donc, il avait demandé à l'amiral de Gaulle, ces dernières, dans le fond, qu'est-ce qui restait de sa vie. Et quand on lit ce petit livre, où il est quand même moins pointu qu'avant et tout ça, il remet la douleur de ne pas avoir été aimé de sa mère, de la froideur, vous voyez, alors qu'il a 102 ans, juste avant de mourir, et de ne pas avoir été compagnon de la Libération. Et je trouvais que c'est intéressant de voir, vous voyez, ces hommes, on n'imagine pas que les larmes inapprivoisées de l'enfance murmurent toute la vie, même chez des hommes comme ça. Voilà. Alors, M. Bragiotti m'a dit, mais pourquoi, moi aussi, il y a François Pinault, que j'admire beaucoup, vous devriez en parler. Bon, alors c'est vrai que François Pinault, on connaît sa réussite, et c'est un homme que je connais bien, et qui est intimidant parce qu'il est tellement simple, le rapport est tellement facile avec lui que on est presque gêné par, voilà, quand on connaît le parcours, vous voyez, de l'enfant breton, né dans une petite Syrie, avec un père très taiseux et une mère aimante, mais qui n'avait pas les mots pour le dire. Et il n'était pas très heureux dans son petit village de Trévérien, où il y avait 800 habitants, et il voulait vivre. Et il s'est engagé en Algérie avant. Il est parti 30 mois en Algérie, ce qui l'a beaucoup marqué. Puis il est revenu, son père est mort. Enfin, après, on connaît la suite. Il a d'abord dans le bois, puis il est venu à Paris, et puis tout ce qu'il a pu faire, Conforama, la FNAC, la Redoute, le Printemps, entrée en bourse en 88. Bon, c'est une réussite comme ça, et tous ses collaborateurs disaient toujours, mais François, il a une espèce d'instinct comme ça, il a la vista. Et alors je lui avais demandé, qu'est-ce que c'est qu'avoir la vista quand on veut réussir? Et il m'avait dit, c'est un sentiment de vulnérabilité comme un renard aux aguets qui a peur. Le flair, c'est l'imagination. Il ne faut jamais s'assoupir. Et la nuit, quand j'ai une idée, elle me réveille, je me lève et je note, sans pif et sans risque, on ne fait rien. Et ça, c'est tout François Pinault qui, après, en 2003, il m'a dit que c'était parce qu'il avait vu que Jean-Luc Lagardère était mort sans avoir vraiment réglé sa succession. Enfin, c'est son fils qui lui a succédé, mais qui n'y était pas forcément préparé. Je ne veux pas épiloguer sur cette chose-là, vous me comprendrez. Et lui décide un jour de démissionner, invite son fils à déjeuner et lui dit, voilà, je te donne les clés et maintenant tu te débrouilles. Et il n'est plus jamais revenu dans le groupe. Alors, il l'a fait parce qu'il le faisait pour son fils, mais enfin, il reconnaît avoir eu 6 mois assez difficiles, d'autant que le fils a tout vendu pour ne garder que le luxe. Voilà. Mais lui, avec Artémis, qu'il avait fondé, créé avant, il a commencé par acheter Château-Latour, et puis Christie's, qui, alors là, je veux dire, les Anglais étaient stupéfaits qu'un Français ose vraiment s'emparer de ce joyau de Londres. Et quand
Jacques Chirac, qui était son grand ami, avait reçu la reine d'Angleterre à l'Élysée. Il avait invité François Pinault et il lui avait dit « Ah, mais je voudrais connaître voilà, le tycoon qui a pris Christie's. » Voilà. Et alors, voilà, elle l'avait félicité, mais on sentait que voilà, elle n'était pas très contente. Mais il dit « Mais voilà, mais j'ai acheté plusieurs autres choses et j'ai même un Jack Russell, qui est un chien anglais. » Vous voyez. Et alors après, elle l'avait appelé pour lui dire « Vous l'avez appelé comment, votre Jack Russell ?» Elle dit « Hercule, parce que je ne veux pas qu'il ait de complexe parce qu'il est petit. » Voilà. Donc c'est un homme qui a beaucoup d'humour et qui après s'est lancé dans l'art, mais que ce soit Bernard-Henri Lévy ou les autres disent qu'il a ce sens-là et quand il n'écoute personne, quand on lui dit tel peintre est intéressant ou pas, là il veut aller voir, il va voir les peintres et il choisit, enfin là, le flair, je ne sais pas s'il est un renard aux aguets qui a peur, là, mais ce qu'il aime, c'est être auprès des peintres, venir dans leur atelier, les voir peindre, et voilà, ses décisions, il les prend comme ça, mais c'est sûrement un grand bonhomme, voilà. Je pourrais vous parler aussi, et puis après, d'Hélène Carrère d'Ancos. Alors, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai une photo qui a été prise au Cercle Interallié, où il y avait un dîner en juin 2023, où le général Georges Lain et elle sont côte à côte. Et elle est morte le 6 août, et lui vers le 16 août, vous voyez, un mois après, c'est incroyable. Alors elle, Hélène Carrère-D'Ancos, j'avais été l'interviewer, c'était 6 mois avant, et c'est vrai que c'était une personne fatiguée parce qu'elle avait 93 ou 94 ans, mais elle avait une énergie intellectuelle. Vous l'avez peut-être vu quelquefois interrogée par Darius Rochebin, où elle était d'une vivacité. D'ailleurs, elle reconnaissait qu'elle n'aurait jamais pensé que Poutine choisisse d'envahir l'Ukraine, et elle pensait qu'ainsi il signerait sa perte. Enfin, là, l'histoire est en cours, on ne sait pas très bien comment ça va tourner, mais son histoire est incroyable parce que son père était géorgien, il s'appelait Zourashvili, et aujourd'hui la première ministre géorgienne, et vous savez qu'il y a des problèmes en Géorgie, et sa cousine germaine, vous voyez. Et sa mère était une aristocrate germano-russe qui ont été chassés voilà, par les soviets, et ils sont arrivés à Paris en 1921 n'ayant pas un sou, mais pas un sou, donc ils ont vécu, elle est née en France, et ils ont vécu dans la pauvreté, et elle est arrivée, puis le père, pendant la guerre, a disparu, il a été enlevé, enfin une zone d'ombre grise, on n'a jamais su très bien, mais une douleur dont on ne parlait pas. Et elle est arrivée en faisant des études, et elle n'avait jamais eu l'idée d'entrer à l'Académie française, mais je crois que c'est Maurice Druon, parce qu'elle était déjà une universitaire très très brillante, qui a voulu la voir et qui lui a dit « Écoutez, on va voter pour vous, vous n'aurez même pas besoin d'aller faire campagne auprès des... » Et elle a dit « Si, je ferai campagne comme les autres. » Elle avait écrit à tout le monde, avait été reçue à tout le monde, et elle a été élue, mais n'a pas voulu qu'on l'appelle... Elle est secrétaire perpétuelle, mais elle n'a pas voulu qu'on féminise son titre, parce qu'elle dit « Si je suis la secrétaire perpétuelle, on va croire que je suis la dactylo. » Donc, elle tenait à son titre masculin. Et c'est une femme qui bluffait tous les académiciens, parce qu'elle était à la fois d'une autorité bienveillante mais ferme, et d'une coquetterie, c'est-à-dire qu'elle changeait de robe tous les jours. On l'appelait la tsarine, enfin elle était un peu the queen, parce que comme la reine d'Angleterre, elle adorait les couleurs de bonbons acidulés. Elle avait toujours des robes, vous voyez, moi la dernière fois que je l'ai vue, elle était toute une robe framboise, elle avait des bijoux, des gros colliers, évidemment, qui étaient offerts par son mari. C'était ce qu'on appelait les fantaisies chic, mais coûteuses, mais pas des joyaux de la couronne, vous voyez. Et elle avait toujours d'énormes boucles d'oreilles, elle était extraordinaire. Et puis, on voyait bien à la fin que ces bijoux, moi je disais que
l'échafaudage qui tient le monument, quoi. Elle était quand même elle était quand même un peu fatiguée, mais à la fois toujours exceptionnelle d'intelligence et de pédagogie, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé j'ai retenu ces quatre portraits qui sont dans mon livre, il y en a d'autres, mais parce que je crois que c'est des gens qui auront marqué chacun à sa manière leur histoire. Bon, alors, M. Bradiotti m'a dit, vous avez 40 minutes. Alors, je lui ai dit, bon, mais je vais parler de quoi? Il m'a dit, vous n'avez qu'à parler de vous, voilà. Alors, oui, alors, vous venez de parler des livres que j'ai faits, que j'ai écrits. D'abord, je crois que quand on est journaliste et qu'on a la chance d'être journaliste, de voir les hommes politiques de près, si on se console, on se satisfait, pas se consoler, se satisfait de faire chaque jour un édito, de parler des... Mais on voit bien que les temps passent et puis on se dit, tiens, j'étais dans le film, mais quel est le scénario? Donc il faut, je crois, tout mettre à plat, voir les choses et puis raconter un peu les hommes, leur passion humaine, ce qu'ils sont, ce qui est la patte humaine de chacun. Et moi, c'est dans le fond ce qui m'a passionnée. Mais je suis partie avec une idée plutôt optimiste de la politique, parce que moi, j'ai vécu dans une famille où ma famille était gaulliste, voilà, pas militante forcément, mais une espèce d'évidence, quoi. Mon père nous en parlait avec emphase de tout ce qu'il avait fait. Et moi, ça m'avait donné l'idée que, dans le fond, un homme qui a un caractère, évidemment les circonstances favorables et puis de la volonté et une idée, mais ça peut changer beaucoup de choses dans un pays. Donc, je me disais, après tout, c'est des gens un peu qui... voilà, moi, mon idole, je vais vous dire, quand je suis arrivée à Paris, c'était Roger Frey. C'était pas Johnny Hallyday, c'était Roger Frey. Parce qu'il avait été un ministre de l'Intérieur qui était là au moment de l'OAS, et puis je trouvais qu'il avait ce regard translucide, je trouve un peu d'un prince italien un peu coquin, vous voyez, je le regardais. Et alors, je me souviens, j'allais à la sortie du Conseil des ministres pour voir la sortie des ministres, pour essayer de voir l'heure. Vous voyez, j'étais quand même, c'était un peu atteinte par une sorte de, voilà, de penchant curieux par rapport à mes amis d'ailleurs. Mais j'allais les voir et une fois j'avais aperçu Malraux et il y avait tout un cérémonial parce que toutes les voitures étaient des DS noires et moi je me disais tous ces gens qui sortent, ils viennent de passer quand même le conseil avec le général de Gaulle et moi ça m'enfiévrait l'esprit. Bon. Et donc je ne pensais qu'à une chose, c'est faire du journalisme. Mais quand j'ai pu entrer à l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui détestait le général de Gaulle, j'ai jamais su pourquoi, m'avait engagé en me disant bon, ben, vous êtes la petite dernière, vous allez vous occuper des gaullistes, parce que de toute façon, c'était en 68, hein, fin 67. Il m'avait dit de toute façon, de Gaulle, c'est fini. Alors moi, je disais, mon vieux cause toujours, hein, parce qu'il a été réélu en 67, il est au moins là jusqu'en 72. Mais j'imaginais pas que c'était une prophétie autoréalisatrice. Parce que moi, je ne pensais pas qu'en 69, le général ne serait plus là, vous voyez, et qu'il s'est passé des événements. Bon, pour moi, l'alliance de Gaulle à l'Élysée et de Pompidou à Matignon, c'était ce qu'il y avait de mieux, et même encore aujourd'hui, je le pense. Vous voyez, parce que Georges Pompidou, qui était un Premier ministre, d'abord, quand il est arrivé à Matignon, il connaissait le général de Gaulle depuis 1944, il avait travaillé avec lui, enfin, il y avait tout un... Et puis, il avait été à la Banque Rothschild. Bon, et c'était quelqu'un qui était très, très, très préparé aux affaires. Avant d'aller à la Banque Rothschild, il avait été au Conseil d'État, nommé par le général. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, était normalien, Sciences Po, agrégé de lettres classiques, mais connaissait le pays profond parce qu'issu d'une famille de paysans, avec le père qui avait commencé, la mère était institutrice et le père professeur d'espagnol, et c'était des gens de la méritocratie républicaine. Mais quand vous le voyez,
vous voyez, moi, ce qui était frappant, c'était cette espèce de charisme compact, cette tête avec ses gros sourcils, les yeux enfoncés dans des orbites et qui vous regardaient des yeux un peu pères. Et quand il venait au Parlement, les députés rapetissaient de trouille. Vous voyez, et je peux vous dire que les ministres, il n'y avait pas de bavards. Donc il avait cette autorité-là. Et lui, il avait un projet pour la France, comme Premier ministre, c'est d'industrialiser la France. Voilà, de faire des grands groupes. Il n'avait que cette... Parce qu'il pensait que si le général de Gaulle voulait avoir un discours voilà, de parler au monde entier, voilà, les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, enfin voilà, tout un discours universaliste, ça ne pouvait être entendu que si la France était une grande puissance économique. Et moi, là, j'adhérais à ça. Lui, c'était des idées simples, mais pour moi évidentes, vous voyez, et il pensait que la révolution, c'était que des ouvriers soient bien payés. Voilà. Et le général de Gaulle, alors leur histoire, en 1965, c'était deux hommes qui s'étaient formidablement entendus, et leur histoire montre que le couple président-premier ministre, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a des jalousies et le général de Gaulle, qui n'a pas supporté être en ballottage, en a sûrement voulu à Pompidou, et puis Pompidou en voulait à de Gaulle aussi parce qu'en 1965, il n'avait pas dit s'il voudrait se représenter, il lui avait dit si c'est pas moi, eh bien c'est vous qui irez, mais il ne lui disait rien. Donc pour Pompidou, c'était très gênant, il tâtait un peu des députés pour leur dire si jamais, est-ce que vous me soutiendrez, enfin il avait vu un peu les républicains indépendants, Giscard, enfin tout le monde, pour se préparer, et de Gaulle n'était pas content parce qu'il trouvait qu'il voilà, il se préparait alors qu'il ne lui disait rien, vous voyez, parce que même les grands hommes peuvent être quelquefois un peu mesquins, ce qui était avait été en l'occurrence un peu le général de Gaulle. Et donc après, leur rapport était un peu plus difficile à cause de ça, il y avait une perte de confiance. Et puis le général de Gaulle aurait voulu que Pompidou y fasse la participation. Mais dans sa tête, c'était de donner le pouvoir aux ouvriers dans l'entreprise. Et ça, Pompidou, il avait dit non, il y a un commandement, c'est tout. Les ouvriers, on peut les associer, on peut leur faire participer les bénéfices et tout ça. Et donc là, même Debré, qui n'était pas un ami pour lui, il avait été soutenu. Donc le général de Gaulle avait été un peu chagriné que Pompidou n'obéisse pas, comme il voulait aussi que les étudiants, au lieu d'encombrer les facultés et sortent sans diplôme, eh bien, il y a une sélection, une orientation, et qu'on dit, si on a besoin d'ingénieurs là, eh bien, voilà, faut un peu obliger. Et Georges Pompidou disait que ce n'était pas à l'État de choisir, et que c'était aux familles, et lui-même... Voilà, et donc, quand est arrivé mai 68, de Gaulle lui en a voulu, parce qu'il pensait que ce désordre qui est parti de l'université de Nanterre, c'était parce que Pompidou n'avait pas voulu lui obéir. Alors voilà, vous voyez, moi, mai 68, pour moi, ça a été un choc, parce que je croyais que avec De Gaulle et Pompidou, c'était, et même pour les députés gaullistes que je suivais tous les jours, c'était une protection formidable. Il y avait le paratonnerre, puis celui qu'on suivait parce qu'il avait une politique à laquelle on adhérait. Et puis pour une histoire, c'est parti à Nanterre au départ, où il y avait, d'ailleurs, Pompidou n'était pas pour qu'on installe une université si loin, parce qu'à l'époque, Nanterre avait été construite au milieu d'un bidonville. Il fallait partir il n'y avait pas le RER, il fallait partir par la gare Saint-Lazare, le trajet était long, et ça a été construit au milieu d'un terrain vague, et quand les événements sont arrivés, il n'y avait pas encore de bibliothèque, il y avait juste une cantine, enfin... Donc les élèves s'ennuyaient, et quand on s'ennuie, on fait du chahut, voilà. Et puis il y avait un trublion qui était... Cohn-Bendit, et il y avait 1500 jeunes qui étaient pensionnaires, avec d'un côté les filles et les garçons. Donc les garçons demandaient pouvoir aller voir les filles dans les chambres, et on leur avait dit non, et c'est parti de là. Alors au départ, on se dit, mais quoi, c'est une histoire de... C'est rien, quoi, c'est des histoires d'hormones de leur âge, vous voyez. Et bien, je veux dire, 15 jours après, le pays était arrêté parce que
connaissez la suite. Je veux dire, on ne peut même pas imaginer une chose pareille. Mai 68, pendant 20 jours, il n'y avait plus de trains, plus d'avions, plus de voitures, plus d'essence, tout était fermé, les ordures n'étaient pas ramassées. Moi, je me souviens, quand on partait à pied de chez moi, il y avait des rats qui étaient gros comme des chats, mais maintenant, ce sont des surmulots. Mais à l'époque, on n'était pas habitués, vous voyez. Bon. Et maintenant, hélas, oui. Et voilà, c'était quelque chose d'incompréhensible. Et je me disais, dans le fond, moi, je croyais que ce pouvoir était solide. Et donc, ça relativise les choses et ça fait apprendre très vite que la France est un pays violent et qu'il peut arriver beaucoup de choses et que quelquefois, parce que personne, je veux dire, chez les politiques, dans les syndicats, personne n'était tranquille, personne n'imaginait ce coup de grisou. Voilà, Alors, à l'époque, tous les jeunes dans le monde manifestaient, mais c'était les mêmes scènes, les mêmes manifestations, mais c'était contre la guerre au Vietnam. Alors que la guerre au Vietnam il y avait l'extrême gauche qui était contre les Américains, pour que les Américains s'en aillent. Mais le général de Gaulle avait fait son discours de Phnom Penh l'année avant, et au moment où commençaient les événements de 68, eh bien, les pourparlers pour la fin de la guerre du Vietnam se déroulaient à Paris, grâce au général de Gaulle. Vous voyez, donc les étudiants auraient dû, au contraire, voilà, être heureux que ça se passe chez nous, en France. Vous voyez, que le général, mais il ne le savait pas. Je veux dire, après tout, il réclamait la liberté sexuelle, mais la pilule, elle avait été votée en décembre 67, et à Paris, alors que tout n'était pas, les décrets d'application n'étaient pas tous signés, on pouvait se procurer la pilule dès 68. Donc, général de Gaulle, vous voyez, qui était un vieux monsieur, il avait donné cette liberté-là aux femmes de maîtriser leur corps, de décider quand elle aurait un enfant. Voilà. Le 1er mai, on avait voté aussi, je crois, la 4e semaine de congés payés. Donc, c'était un pays qui, donc, pour arrêter... et je me souviens, j'étais à l'Express, donc, et on se disait, le monde, enfin, comment ça va se terminer? Il n'y avait que les étudiants. La gauche, Georges Marchais considérait que les étudiants, c'était des bourgeois qu'il fallait traiter par le mépris. Et puis est tombée une information dans Le Monde. Il reprenait ce que disaient certains jeunes, c'est qu'il y avait plusieurs morts, la police aurait tué plusieurs jeunes et qu'ils étaient masqués, mais voilà, qu'il y avait eu plusieurs morts. Et moi, je me souviens d'une réunion avec François Giroud. On disait, alors là, si le pouvoir tue ses enfants, c'est terrible. Et donc, quand la gauche a vu cette information, qui après a été démentie, parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais Le Monde l'a sortie sans vérifier. Vous voyez, Le Monde, qui souvent sort des choses qui ne sont pas notre plus grand quotidien du soir, quelquefois, mais de plus en plus d'ailleurs, sort des choses qui devraient être plus vérifiées. En tous les cas, là, c'était un énorme mensonge. Et la gauche a pris le relais. Et après, c'est devenu, et c'est comme ça que les ouvriers, entraînés par la CGT, sont venus dans les manifs. Et là, on avait changé c'était plus la même chose. Et Pompidou, qui avait commencé à dire à Balladur de voir avec les syndicats, parce qu'à l'époque, il y avait 300 000 chômeurs en France, même pas. Et Pompidou disait, s'il y en a 500 000, ça sera la... Oui, c'était le plein emploi en France. Et donc, ils s'étaient vus, ils avaient signé un accord entre syndicats sur le chômage de longue durée pour les adultes, mais il n'y avait pas grand-chose à signer parce que c'était le plein emploi. Mais ça a permis
une relation entre Balladur, les syndicats, Jacques Chirac qui était secrétaire d'État à l'emploi et qui avait créé la NPE. Et moi je me souviens, c'était en avril 68, il y avait des jeunes chômeurs, François Giroud m'avait dit « allez voir des jeunes chômeurs ». Et c'était avant Pâques, et j'avais été à un endroit où il y avait des jeunes chômeurs, on m'avait dit « mais non, c'est les vacances de Pâques, revenez après, ils sont partis ». Donc oui. Et donc c'est pour vous dire le climat aussi, c'était quand même pas le malheur, comme le disaient les étudiants. Et c'est là où il y a eu les accords dits de Grenelle, où là, on a ouvert les vannes, on a augmenté les retraites pour les vieux, bon, qui sûrement en avaient besoin, mais surtout le SMIC horaire, parce qu'à l'époque, le SMIC mensuel n'existait pas, c'est Pompidou qui l'a créé lorsqu'il est devenu président de la République. Et De Gaulle disait, mais voilà, et FO avait obtenu que les salaires augmentent de 37%. Donc, et on l'a payé cher après. Mais enfin, il n'empêche que Couve de Murville, qui a succédé à Pompidou après, en juillet 68, avait déjà redressé les comptes. Enfin bon, c'est ça. Et donc, De Gaulle, à la fin de mai 68, je passe Baden-Baden et tout le reste que vous savez, mais De Gaulle n'en pouvait plus de Pompidou. Voilà, le couple devait... alors, je ne sais pas si ça vous intéresse que je continue sur ce sujet. En tous les cas, voilà, c'est comment même un couple comme De Gaulle et Pompidou finit par ne plus se supporter. Et c'est vrai que lorsqu'il a nommé Couve de Murville, tous les ministres qui étaient présents, dont mon mari, d'ailleurs, disaient que De Gaulle était gai comme un pinson, quoi. Voilà, il ne se supportait plus. Mais après, il y a eu l'affaire Markovitch, montée contre Pompidou, encore une fake news, et c'était pour vraiment le tuer. Mais ceux qui ont voulu tuer Pompidou ont fait partir plus vite De Gaulle, parce que il y a eu De Gaulle est allé, Georges Pompidou a été tellement maltraité par la presse, par ses amis, et même par la presse italienne, et donc il avait voulu aller voir le pape pour montrer à Monseigneur Marty, l'archevêque de Paris, que le pape le recevait. Parce qu'il avait raconté qu'il avait été invité, alors que les Pompidou, on ne les voyait plus, puisqu'on disait que Madame Pompidou était supposée faire des parties fines, alors quand on connaît Madame Pompidou, enfin, c'était des choses qui étaient incompréhensibles. Il y a des photos truquées qui étaient sorties, et ça, Georges Pompidou, ça l'a complètement démoli, même si, voilà. Et donc, il y avait eu une fête chez le nonce apostolique et le Monseigneur Marty avait fait tout le tour de la pièce pour ne pas leur serrer la main. Donc, le voyage en Italie était la preuve qu'ils étaient des gens fréquentables puisque le pape les recevait. Et c'est là que, dans un hôtel, le représentant de l'AFP lui avait demandé est-ce que vous seriez candidat. Il dit oui, mais d'abord, il faudrait que le général ne soit plus là, et puis évidemment, enfin bref, il a fait quelque chose, une circonvolution où il ne s'engageait pas, mais ça a été traduit par la presse française comme une entrée en campagne. Donc De Gaulle était furieux pour essayer de reconquérir le pouvoir, a dit moi il faut que je me relégitime par un référendum sur le Sénat et tout ça, qui n'intéressait pas les Français, et c'est comme ça qu'il est parti, vous voyez. Donc, c'est une histoire qui s'est mal terminée, voilà. Et ils ne se sont plus jamais revus, et de temps en temps, Georges Pompidou, devant ses collaborateurs, président, disait que c'était une grande nostalgie, voilà, que ça s'était mal terminé. Vous voulez que je vous raconte, je ne vais pas vous raconter tous les présidents, mais je peux vous dire quand même que c'est vrai, j'ai fait un livre sur les rapports Chirac-Giscard, la biographie de Mitterrand, après celle de Nicolas Sarkozy, et même le livre de son quinquennat. Mais ce qui m'a semblé intéressant dans toute cette lignée,
c'est que les premiers présidents ont tous eu comme projet de l'être longtemps à l'avance. Vous voyez, vouloir gouverner la France, bon, général de Gaulle, il était la France. Georges Pompidou, dès qu'il est devenu Premier ministre, il a songé à l'Élysée, ce qui est normal. Giscard, sa mère l'avait sacré roi de France à sa naissance. Je vais dire, Nicolas Sarkozy, il avait ça dès qu'il a fait de la politique à 18 ans. Et donc, quand on décide d'avoir ce parcours-là, on s'y prépare. Giscard en faisant son parti, Nicolas Sarkozy en adhérant et en montant et en disant « moi, on ne m'a rien donné », mais il a séduit des aînés, c'est-à-dire le maire de Neuilly, et par sa vitalité, puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Donc, quand il disait toujours « moi, quand je ne suis pas invité à dîner, je frappe à la porte avec un panier garni, et c'est rare qu'on ne me garde pas. » Bon. Et c'est vrai qu'il était un apporteur d'idées pour les autres. Et donc, on le regardait, mais il dit, c'est moi quand même tout ce que j'ai eu, je l'ai eu en me bagarrant. Et c'est vrai qu'il est devenu maire de Neuilly et la suite, et toute sa vie, ça a été toujours dans la bagarre, toujours dans l'agressivité, mais toujours en se montrant quand même plus malin que les autres. Mais enfin, ils l'ont voulu. Et donc, dans les parcours, il y a eu l'investissement militant, des échecs, des réussites. Pour Giscard, pareil, ça a été des échecs, des réussites, et puis battu. Donc, moi, je dirais que ça s'est arrêté avec l'arrivée avec le François Hollande. Parce que François Hollande est devenu président alors que personne ne songeait à lui. C'est l'accident à New York de Dominique Strauss-Kahn qui a fait que voilà, les choses se sont arrêtées pour lui. Encore que moi, je me demandais toujours si Strauss-Kahn avait vraiment envie du pouvoir. Bon, c'était quelqu'un de très brillant, mais je me souviens d'une interview qu'il avait faite sur la 2 avec une journaliste, et je vais retrouver son nom. Et puis au départ, je le regardais, mais brillantissime. Puis tout d'un coup, il y avait un relâchement comme si ça ne l'intéressait plus. Et j'en avais parlé à Jean-Christophe Cambadélis, qui était un de ses très proches, qui m'avait dit « oui, il est comme ça. Et nous-mêmes, nous ne savons pas s'il veut vraiment le pouvoir. » Parce que je crois qu'il aimait trop la vie, qu'il était trop préoccupé par tous les à côté de la vie, et qu'il n'était pas toujours assez concentré, et qu'il savait que s'il était au pouvoir, il serait enfermé. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Jacques Chirac, c'est que la première semaine où il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus sortir, dire « je file », qu'il avait son service de sécurité, qu'il fallait leur dire où il allait et tout ça, il s'est aperçu qu'il avait perdu sa liberté. Je veux dire que c'est très dur pour des hommes qui ont eu l'habitude d'être plus libres et de mener leur vie à sa guise. Hein, quand Jacques Chirac disait à Bernadette « je file », on ne savait jamais où il était. Bon, mais là, quand vous êtes un bon... Et donc, oui, alors François Hollande, il a été élu, mais 3 mois avant, il y avait seulement 3% des Français qui le voyaient président de la République. Et puis, il est devenu le candidat de la gauche. Il a fait un discours qui a fait se pâmer la gauche parce qu'il a dit « mon ennemi, c'est la finance ». Alors là, c'était tout le monde, voilà, c'était le grand acteur de gauche. Mais dès qu'il a été élu, les sondages, à un moment, lui donnaient un écart très, très important à côté de Nicolas Sarkozy, et puis finalement, il a été élu à 51%, quoi, très, très court. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que au mois de juillet, le sondage Sofres, on dit « est-ce que vous croyez qu'il fera quelque chose pour l'emploi ?» 75% disaient non. « Est-ce que vous croyez ?» Je veux dire, on l'avait élu, mais personne ne mettait des espoirs en lui. Voilà. Et donc, il a eu beaucoup de mal à entrer dans la fonction, ça c'est vrai, et donc il ne parlait pas. Vous voyez, il restait 6 mois sans faire de... Et donc, il est arrivé à l'Élysée, élu grâce à cette formule, mais sans avoir de récit, vous voyez, de récit national. Il n'y avait pas pensé, il a eu du mal à endosser le costume, et lui,
lui, il avait inventé la normale, un président normal, la normalitude. Et donc, ce qui était un contresens total, parce que les Français, ils élisent un roi, hein, c'est un vieux pays monarchique. Et donc, je me souviens, François Hollande, il s'était fait photographier par Le Point un samedi dans le 15e où il habitait, président normal. Alors, on le voyait faire des courses, entrer chez le boucher, attendre comme tout le monde, comme un quidam, sortir avec un sac en plastique, avec son... Voilà, aller tirer de l'argent... comme ça, à la banque, comme tout le monde, avec sa carte bleue, et... parce que c'est un président normal. Il avait même été à la fête des voisins dans son immeuble, le jour de la fête des voisins, le jour où d'ailleurs Poutine arrivait à Paris. Vous voyez, donc, et c'était, on trouvait que c'était bizarre. Et alors, pour ceux qui avaient vécu l'épisode Sarkozy, qui tous les jours envoyait une carte postale, eh bien, on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'électricité à l'Élysée. Vous voyez, il se passait, et puis c'était toujours, il voulait redresser le chômage, enfin, c'était toujours la même antienne. Et donc, les choses sont déroulées de telle manière, on ne va pas raconter tout son quinquennat, mais il ne s'est pas représenté. Il est le seul président de la République qui n'a pas pu se représenter. Et je crois d'ailleurs que 82% des Français ne voulaient pas qu'il soit élu. Mais moi, je dirais qu'il a quand même, pour moi, il a pris 2 décisions qui ont cassé un écosystème. Il a décidé d'abord de faire la loi du non-cumul des mandats. C'est-à-dire que les députés ne pourraient plus être maires, les sénateurs ne pourraient plus être maires, voilà. Et donc, et la haute autorité de la transparence, après l'affaire Cahuzac, pour montrer qu'il était plus transparent, et la conséquence aussi qu'il fallait, puisqu'il y avait des gens corrompus, mais il fallait baisser le salaire des ministres. Oui, au contraire, si vous voulez qu'ils ne soient pas corrompus, il vaut mieux qu'ils soient bien payés. Non, enfin bon, bref. Et donc, et lui-même baissant son salaire de 30%, parce que Nicolas Sarkozy avait augmenté le sien, parce qu'il voulait être payé comme le Premier ministre, parce que là, il était arrivé, il gagnait 15 000 euros et son Premier ministre 20 000, ou je ne sais pas, bon. Donc, il trouvait que c'était quand même normal que le président élu gagne autant que le Premier ministre, je ne sais plus par quel c'était passé. Et donc, là, il a baissé de 30% son salaire, ceux des ministres aussi. Et la haute autorité, il a créé la haute autorité sur la transparence, qui est devenue une sorte avec des Fouquet-Tinville, et qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, dans son pays, voudrait être ministre pour faire profiter le pays de ses compétences, c'est que lorsqu'il quittera le gouvernement, pendant 3 ans, il n'aura pas le droit d'accepter un job dans le privé qui a un rapport avec les compétences et les sujets qu'il traitait comme ministre. Vous voyez ? Donc, parce que, comme on dit, il ne faut pas. Donc, ça réduit quand même, les vocations se font plus... Donc, on voit bien qu'aujourd'hui... Or, Emmanuel Macron, qui lui non plus ne s'était pas annoncé aux Français 2 ans avant, il n'était pas connu, 2 ans avant son élection. Mais c'est lui qui a été la première victime de ces 2 décisions. Alors d'abord, il a tout fait lorsqu'il a été élu pour avoir une majorité. Il a choisi les députés, il a recruté par Internet. Ça veut dire que 60% des nouveaux députés ont été choisis par Internet, des gens qui venaient de la société civile et qui n'avaient pas de parcours politique, ni même militant. Et les autres étaient choisis comme attachés parlementaires ou des attachés parlementaires socialistes, quelques ex-députés de droite. Donc ça lui donnait une majorité de néophytes. Et il était certain là d'avoir au moins des godillots, parce que comme c'était des apprentis, il pouvait être Jupiter, quoi. Il n'avait pas de contestation au sein de sa majorité, il était tranquille.
Mais il a vite vu qu'au moment quand il faut... Alors, et l'hémicycle, si vous voulez, entre l'arrivée de Hollande et l'arrivée de Macron, il a été rénové à 93%. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'hémicycle, ben, il n'y a plus aucune des grands noms qu'on voyait avant. Vous voyez, comme Édouard Philippe, tous les maires qui ont choisi d'être maires et d'être plus députés. Et donc, on s'est aperçu de l'effet pervers de cette mesure, ça a été au moment des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes qui manifestaient sur les ronds-points pour dire leur malaise parce que, à cause du prix de l'énergie, mais aussi parce qu'on avait réduit la vitesse sur les routes de 90 à 80 pour des choses. Bon, mais avant, les députés maires alertaient le pouvoir, remontaient au pouvoir et leur disaient attention, ne faites pas ça. Et ces députés maires étaient donc, mais eux, ils n'avaient plus d'intercesseurs auprès du pouvoir. Donc, n'ayant pas d'intercesseurs, ils sont montés à Paris manifester. Ça a duré 4 mois avec tous les week-ends bloqués, les voitures brûlées, les black blocs qui arrivaient. Enfin, ça a été l'enfer des. Mais ça, c'est une des conséquences de ce choix de non-cumul des mandats. Et vous voyez, aujourd'hui, on en reparle, mais ce qui a changé, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, c'est très difficile. Quand on est député maire, vous travaillez tout le temps, voilà. Et aujourd'hui, quand on dit, mais il faudrait remettre cette mesure, parce que c'est vrai que ce Parlement, ben, il n'y a plus de vedettes. Il y a les braillards d'un côté, les autres qui braillent moins, mais vous ne connaissez personne, quoi. Il n'y a pas de grandes figures. Alors, il y a quelques jeunes qui commencent à monter, qui sont peut-être des vanguards, mais il n'y a pas de grandes vedettes. Voyez. Et quand le président Macron veut changer son gouvernement, ben, vraiment sur la ressource humaine, comme dit un de ses proches, il est à l'os. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'il met 2 mois pour changer Borne. Et puis que le dernier remaniement, il aurait bien voulu se séparer de Bruno Le Maire, parce que, enfin, peu importe, mais il ne peut pas, parce qu'il ne sait pas par qui le remplacer. Et Bruno Le Maire, il partirait bien, mais s'il s'en va, il fait quoi? Puisqu'il ne peut pas prendre aucun job qui a un rapport avec ses compétences. Parce qu'autrement, on me dit comment prise illégale d'intérêt. Prise illégale d'intérêt, vous vous rendez compte? Donc, et donc, il y a une sorte de blocage aussi en ce moment, et d'incapacité à changer, à renouveler le personnel politique. Ça, c'est une grosse erreur. Mais quand on dit aujourd'hui, vous pourriez remettre, ben, vous voyez bien que ceux qui ne sont plus que députés ben, se disent ben, je redeviens maire et député, c'est trop de travail. Parce qu'il y a aussi, les Français ont un rapport avec le travail qui est assez spécial, vous voyez, parce qu'ils sont toujours la majorité pour la retraite à 60 ans, vous voyez, voilà, c'est pour ça que quand le Chinois vient à Paris et qu'on parle de l'industrie automobile, les ouvriers chinois, ils travaillent 70 heures par semaine et couchent sur place, vous voyez, bon. Là, c'est difficile. Aujourd'hui, les Français ont avec le travail un rapport qui n'est pas celui que ma génération pouvait avoir. Voilà. Alors, réformer, donc voilà, on a un écosystème qui a cassé et qui fait que le salaire des ministres, la difficulté de travailler aujourd'hui, les réseaux sociaux, la multiplicité des télévisions. Je veux dire, un ministre aujourd'hui, il doit toutes les semaines passer sur BFM, CNews, LCI, la 1, la 2, Europe. Voilà. Donc on se dit, mais à quel moment il peut réfléchir, quoi? Vous voyez? Non, mais on se dit, et s'il ne le fait pas, vous voyez? Et donc, c'est très difficile de les voir parce qu'ils n'ont pas le temps. Et je comprends ça. Et puis là, ils sont mobilisés, les ministres, pour la campagne européenne, à courir partout. Et donc, il y a en ce moment des difficultés.
et un grippage dont on voit il sera difficile de sortir. Voilà. Mais je ne veux pas être pessimiste non plus, mais vous voyez, c'est comme je le ressens. Là, j'ai parlé combien de temps? On m'a dit qu'il fallait... Hein? Voilà. Alors, je vous ai dit les choses telles que je le ressens, hein, à grands traits et tout ça. Bon, je suis en train de préparer une biographie d'Emmanuel Macron, parce que, voilà, comme j'ai fait une biographie de tous les présidents, il est notre 7e président, voilà. Mais d'ailleurs, c'est déjà, je pense que par l'enfance, on explique beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, maintenant, vous m'avez écouté et voilà, j'espère que je vous ai intéressé, mais on peut essayer de dialoguer si vous avez des questions. Ben, oui, mais c'est pas ces jeunes qui font des études, je vais vous dire, tous ces jeunes qui sortent des grands corps, qui sont tous avocats, bon, mais moi j'ai des amis qui ont un cabinet d'avocats qui disent dès qu'on veut engager quelque chose, la première question c'est de dire où en sont nos RTT, on ne veut pas travailler le week-end, il y a des exigences, voilà, parce que la jeunesse, voilà, et ceux qui ont fait les grands corps, bon, ben, ils savent qu'aujourd'hui, un salaire de ministre, ben, s'ils ont fait des études et s'ils sont dans le privé, ils peuvent gagner plus avec moins d'ennuis. Bon, en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les fake news, le harcèlement permanent, c'est quand même un métier qui est moins attractif, qui est dangereux, qui fait que votre vie de famille est perturbée, que c'est difficile. Et donc, ce n'est pas les études, tous ces gens, l'ENA n'existe plus. Vous voyez, on a cassé une marque. Alors, c'est une autre... on a cassé une marque. Je veux dire, on a même cassé le concours, enfin, je veux dire, le Quai d'Orsay... je veux dire, les gens du Quai d'Orsay sont désespérés, quoi, parce qu'on ne peut pas nommer ambassadeur... quelqu'un qui ne s'est pas préparé à la diplomatie, parce que c'est un métier, quoi. Et ça, il n'y a plus le concours. Il reste encore 1 ou 2 concours sur l'Orient ou des choses comme ça. Mais donc là, on peut dire que Emmanuel Macron a un peu cassé le berceau dans lequel il est né. Mais, donc, là, je n'ai pas de réponse à votre question, parce que je ne suis pas sûre que les jeunes qui font des études aujourd'hui aient envie de se lancer en politique, parce que la politique n'est pas assez attractive et même périlleuse compte tenu du climat actuel, enfin du fait que ce sont les réseaux sociaux qui alimentent presque tous les jours l'actualité. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de cette incroyable montée de l'antisémitisme? Ça, je dois dire, à ce degré, vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils sont régis par l'émotion, et ce qui est arrivé le 7 octobre, ils ont eu des récits, mais pas d'images. C'est un pogrom. Ce qui est terrible, c'est qu'on a tué, massacré avec une violence, je veux dire, des gens qui étaient venus danser pour la paix, vous voyez, à la frontière avec... et donc, les jeunes, ils voient Gaza tous les jours.
Et en plus, bien partout, il y a un soulèvement qui est parti des États-Unis, dans les universités, et qui est maintenant arrive en France et qui est très, 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 très préoccupant. Parce que, alors, c'est difficile à dire, même on n'ose pas le dire, mais Israël, quelquefois, n'a pas facilité les choses en Cisjordanie et n'a pas été très accueillante pour les Palestiniens en Cisjordanie, vous voyez. Il n'a même pas toujours accepté, voilà, les résolutions de l'ONU s'en est un peu moqué. Mais il disait que c'était leur survie. Et peut-être que c'est vrai, c'était leur survie. Mais là, moi j'ai très peur, je ne sais pas comment va se passer la suite, que Israël est en danger, je le crois. Et cette vague d'antisémitisme, ce qui s'est passé même à Malmö pour, voyez, pour l'Eurovision, et aujourd'hui, entre la rue arabe qui manifeste et que les régimes laissent manifester, parce que pendant ce temps-là, comme ça, ils ne manifestent pas contre le régime en place, vous voyez, eh bien, fait que ce qui était en train de se préparer sur les accords d'Abraham, des accords entre certains pays arabes et Israël, tout ce qui était en train de se construire est un peu, je ne sais pas comment ça peut être repris et je ne sais pas où ça peut mener, mais c'est épouvantable parce qu'aujourd'hui, eh bien, quand on est juif en France, on est en danger, on est menacé, la vie est devenue difficile, on se cache presque, et ça c'est épouvantable, on n'imaginait pas qu'on puisse en arriver là, c'est une horreur. Mais le Hamas, en faisant ce qu'il a lancé, savait que la réaction d'Israël serait celle-là. Donc les Gazaouis sont aussi les victimes, toutes les victimes de Gaza sont aussi les victimes du Hamas, qui a utilisé l'argent que leur apportait chaque mois le Qatar, non pas pour le bien-être des populations à Gaza, mais pour construire sous terre, pour préparer la guerre avec, et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le pogrom, Al Jazeera a dit que des valeureux résistants avaient récupéré 3% du territoire de la Palestine. Donc pour eux, c'est vraiment du Jourdain jusqu'à la mer, voyez. Donc ça veut dire, leur programme, c'est l'élimination d'Israël. Je ne sais pas comment ça peut tourner, là. Je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Je ne sais pas. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Je voudrais revenir, après ce sujet très grave évidemment de la question de l'antisémitisme, sur l'appauvrissement de la classe politique et des ressources humaines. Alors vous avez dressé une liste de ce qui nous a conduit à ça. Oui. Vous avez commencé en chargeant quand même François Hollande, mais aussi en disant qu'Emmanuel Macron avait recruté ses députés sur Internet. Alors vous dites que, parler des mesures, vous n'avez pas utilisé le terme démago, mais je l'ai compris comme ça, le renforcement de la transparence, les salaires réduits, le non-cumul des mandats, la lutte contre le pantouflage, tout ça, ça nuit aux vocations. Il y a un appauvrissement général à cause des télés. On voit en France, honnêtement, j'ai regardé le débat sur BFM TV entre Valérie Hayé et Jordan Bardella. C'était difficile à regarder. Après, je suis allé regarder finalement Marseille, Atalanta, Bergame, en demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui ne m'intéressait absolument pas, mais c'était quand même mieux que ce que j'ai vu sur BFM TV. En Belgique, par exemple, pour essayer d'intéresser les jeunes à la politique, il y a une chaîne qui a lancé un concept de pyjama party. Et donc, en fait, les têtes de liste qui ont tout accepté se retrouvent sur un sofa en pyjama pour expliquer leur programme. Donc voilà où on en est. Ben oui. C'est un petit peu difficile. Alors comment on fait pour en revenir
de ça? Je vous pose la question parce que moi-même, je n'ai pas de réponse, vous voyez. Parce que vous dites, je charge François Hollande. Non, mais Parce que vous avez raison de le faire. Non, mais vous supposez que j'ai quelque chose contre lui. Je regrette qu'il n'ait pas été meilleur. Hein, c'est tout. Moi, j'avais... Non, mais franchement... vous voyez, j'ai pas... Parce que c'est un garçon qui est très plaisant. Et si vous voulez dîner et vous amuser, il est plus agréable que la plupart. Il est très... il est distrayant. Mais je ne suis pas sûre qu'il était fait pour être président de la République. Vous voyez, bon. Mais, et d'ailleurs, en avait-il l'ambition longtemps avant? Bon, enfin voilà. Bon, donc, je n'ai pas chargé. Je vous ai expliqué les deux choses qu'il a faites et qui ont cassé un écosystème. Est-ce que c'est réversible? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre. Vous voyez? Alors, je ne sais pas s'il faut être en pyjama maintenant pour... Mais vous voyez, Emmanuel Macron, il nomme, qui vient de faire un discours sur l'Europe de 2 heures à la Sorbonne, son deuxième discours. Bon, mais quand vous le voyez, vous dites quand même, il y a travaillé, il a vu beaucoup de gens pendant 6 heures, il a pris des notes, il travaille tout seul, et après il fait son... Vous voyez, chaque discours, c'est comme s'il passait un concours à l'université, quoi. Il travaille vraiment. Bon, mais vous le regardez, il est quand même, il a une ductilité intellectuelle qui est hors norme. Bon. Il est par ce qu'il... Bon, vous voyez, depuis 5 mois, il a été invité d'honneur, le seul Européen invité d'honneur chez Modi. Voilà. Invité, il a reçu Xi Jinping, il a été où, j'ai oublié. Il est en Europe un leader européen parce que les autres, c'est pas le chancelier allemand qui est une vedette, vous voyez. Donc, mais le hic, c'est qu'il parle comme s'il était le président de l'Europe, mais que les Européens ne le suivent pas toujours, vous voyez. Alors, moi, je dirais que dans l'affaire ukrainienne, en se parlant de la possibilité d'envoyer des... Alors, il a dit, dans l'absolu, je n'exclus rien. Hein, en dynamique, je n'exclus rien. Mais c'était pour montrer à Poutine que les Européens ne laisseraient pas faire. Enfin, c'est peut-être de la bravache, parce qu'il faut en avoir les moyens. Mais, je veux dire, quand il dit qu'il faut aider l'Ukraine, mais la France n'est pas le premier donateur de l'Ukraine parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a un discours où il dit l'Europe peut mourir, il dit des choses très fortes, il a fait ce discours qui était trop long, parce que quelqu'un de normal ne peut pas supporter 2 heures de discours comme ça, vous voyez. On est là, c'est une inondation de mots, vous voyez. Et on prend des notes et on dit il faut tout mettre à plat, il faut tout relire, c'est très brillant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est le président de la parole, et moi je dirais qu'il parle trop. Il parle trop. Et pour l'élection européenne, il nomme à peine 2 mois avant l'échéance Valérie Hayer, qui est un petit soldat inconnu. Bon, mais pour aller à la victoire avec un soldat inconnu, c'est difficile, quoi. Vous voyez. Et, pardon ? Non, mais c'est vrai que Bruno Le Maire ne voulait pas y aller, mais il y avait peut-être dans la liste... Enfin, il n'y avait pas dans la liste non plus de... Donc, je vous dis, c'est toujours le problème pour Emmanuel Macron de trouver le bon... Il n'a pas de disponibilité. Il n'y a pas de gens qui ont envie d'y aller. Mais je ne savais pas l'histoire du pyjama en Belgique, vous voyez. Voilà. Messieurs, dames, merci beaucoup. Nous vous invitons à rejoindre le cocktail dans la salle qui se trouve tout derrière. Merci. Oh, c'est bon. Ouais. Ben, je sais pas.